Donc, ben, je vais commencer par introduire un peu ce live. Donc, l'idée, c'est de parler ensemble de santé sexuelle avec vous, qui allez nous donner plein d'informations à ce sujet-là et qui allez nous aider à comprendre plein de choses, sûrement des choses qu'on sait déjà, sûrement des choses qu'on sait pas encore. Et donc, du coup, la première question un peu logique, ce serait de vous demander de vous présenter. Est-ce que vous pouvez présenter l'association et ce que vous faites? Ok. Ben, du coup, peut-être qu'on peut déjà Ouais, se présenter rapidement nous-mêmes. Ouais. bien sûr, ouais. Donc moi, je suis Olivia et je suis militante à ACT UP depuis 2017 et je suis maintenant salariée du coup en tant que coordinatrice pour des actions de réduction des risques à destination principalement des personnes LGBTI. Voilà. Et je laisse monsieur se présenter. Alors du coup, moi c'est Seb. Donc je suis aussi salarié du coup chez Active Sud-Ouest. Je suis coordinateur des actions de prévention et de réduction des risques en milieu festif. Et je suis aussi militant donc chez Active. Et voilà quoi. Allô. Et moi c'est Louis, je suis pas salarié actif, je suis militant depuis 2015 dans l'association. Ok, donc ça fait un moment. Ça commence à faire un petit moment, ça ne me rajeunit pas. Et du coup, pour présenter donc rapidement l'association, donc c'est une association de lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites qui a été créée en 1991, qui est issue de la communauté LGBTI+. Et l'idée de nos missions, quoi, on va dire, en fait, on milite pour redonner le pouvoir aux personnes malades et discriminées, leur permettre un accès aux soins et à la santé. On se bat en fait quotidiennement pour la protection des droits des personnes et aussi l'acquisition de nouveaux droits, ainsi que pour sauvegarder notre système de santé, donc l'hôpital public, etc. Et on est une association communautaire et donc d'autosupport. Voilà. Au niveau des actions, du coup, pour répondre à ces objectifs-là, du coup, on mène un plaidoyer politique donc en faveur de l'égalité des droits, de la justice sociale et de l'accès à la santé. On fait de la représentation des usagers et usagères dans les antennes régionales et nationales de lutte contre le VIH, de veille sanitaire et sociale, etc. On accompagne en fait pour accéder à leurs droits en fait, soit droits sociaux, droits de santé. Donc les personnes qui sont discriminées soit en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou bien par rapport à leur statut sérologique. Et on fait donc, comme disait mon collègue, donc la prévention et la réduction des risques. Donc ça peut être soit en milieu festif ou bien sur des permanences qu'on anime soit autour de la santé sexuelle ou à destination des usagers de drogue LGBT. Ok, très bien. Et donc du coup, donc on va parler de santé sexuelle et forcément d'IST. Donc petit rappel, on ne dit plus IST, MST, on dit simplement IST. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler pourquoi on dit IST et pas MST? Ouais. Du coup, en fait, c'est une recommandation de l'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, qui en fait a recommandé plutôt d'utiliser la terminologie infection sexuellement transmissible parce que ça incite davantage au dépistage et aussi pour que les personnes en fait ne considèrent pas que le fait d'être asymptomatique signifiait qu'elles n'avaient rien et pas besoin de dépistage. C'était simplement ça l'idée, mais en fait ça désigne exactement les mêmes Oui. la terminologie. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui est concerné par les infections sexuellement transmissibles IST? Bah, en fait, basiquement, ça concerne à peu près tout le monde, ou plus exactement toutes les personnes qui ont une vie sexuelle active. Voilà, quelle que soit leur orientation sexuelle, etc. Et y compris même s'il y a des pratiques sexuelles sans pénétration, ça peut aussi. Oui, bien sûr. En fait, c'est assez large quand même les personnes que ça concerne. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce rappel. Et donc du coup, quand on parle d'IST, j'imagine que la plupart des gens pensent en premier VIH/SIDA. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre le VIH et le SIDA et quels sont les modes de contamination? Ouais. Du coup, le VIH, en fait, c'est le virus
que les personnes séropositives, dont les personnes séropositives sont porteuses. Et le stade SIDA, en fait, c'est le stade avancé de la maladie. C'est-à-dire que si on ne prend pas, à temps si on ne se fait pas dépister, qu'on n'est pas au courant qu'on est porteur du VIH, l'infection peut se développer en stade SIDA. C'est à peu près le moment où on commence à attraper des maladies opportunistes, et ce qui était, c'est à ce stade, quand on arrive au stade SIDA, qu'il y a un risque de mourir. Cela dit, on peut avoir été en stade SIDA, et puis si on prend son traitement, on peut sortir du stade SIDA, quoi. Donc c'est pas irréversible non plus. Mais voilà, c'est important quand même de faire la distinction, parce qu'il y a vachement un stigma en plus sur le mot SIDA, alors que la plupart, enfin les personnes séropositives qui sont sous traitement n'ont pas le SIDA. Et du coup, tu disais, la deuxième partie de la question, c'était sur les modes de ouais. Du coup, les modes de contamination, il y en a 3. C'est les liquides sexuels, tout liquide sexuel, donc le sperme, mais aussi liquide préséminal. J'ai oublié le nom scientifique pour la mouille, mais bon, la mouille, quoi, la cyprine. Et le sang et le lait maternel. Voilà, donc c'est les trois entrées, on va dire, possibles pour le VIH. Et est-ce que une personne qui est contaminée est forcément, dans quel cas elle peut contaminer quelqu'un d'autre, en fait? Ah oui, voilà. Parce qu'il y a la question du fait d'être indétectable, etc. Donc, oui. voilà. C'est très bien que tu poses la question, parce que je devais le dire et tu vois, je voulais le dire. Mais ouais, de dire qu'en fait, donc ces trois modes de contamination, c'est quand on n'est pas traité, en fait, quand on n'est pas au courant qu'on est porteur du VIH, qu'on ne suit pas de traitement, qu'on suit son traitement depuis pas assez longtemps. C'est dans ces cas-là qu'on peut contaminer une personne via ces modes de contamination. Mais en fait, une fois qu'on est sous traitement et que la charge virale est indétectable, c'est-à-dire que la quantité de virus dans le sang est tellement minime qu'en fait, on la détecte plus par les prises de sang, du coup on ne peut plus contaminer une personne. Donc effectivement, c'est là qu'on retrouve ce slogan indétectable égale intransmissible. C'est-à-dire que du coup, on peut plus, si on est indétectable, on ne peut pas transmettre le VIH à une personne, même sans porter de préservatif, même en échangeant une seringue, c'est pas possible. Ok. Et donc du coup, être indétectable veut dire prendre un traitement, et prendre un traitement veut dire être au courant qu'on est porteur du virus, et donc du coup se faire dépister. Ouais, tout à fait. Là commence la prévention, c'est par le dépistage. Et donc justement, quels sont vos moyens de lutte contre cette épidémie, et quelle a été l'avancée de la lutte depuis la création de l'association? Alors, du coup, nous, on part déjà sur le principe d'informer les gens, d'informer le public, du coup, sur les différents moyens à leur disposition, donc pour prendre soin de leur propre santé et de celle de leurs partenaires, notamment via les différents outils de la prévention combinée ou diversifiée. Il y a distribuer du matériel de prévention des risques sexuels, donc préservatifs internes, externes, du gel lubrifiant, des digues dentaires. Il y a aussi dépister par les TROD lors des actions communautaires, notamment. Et accompagner les usagères en cas de fraude positive pour obtenir une confirmation par prise de sang, parce que c'est important du coup quand même de confirmer le statut via une prise de sang. Donc les fraudes, donc c'est les tests de dépistage rapide. Donc voilà en fait. Ouais, avec une goutte de sang prise sur le bout du doigt. Ils peuvent être faits par des associations de soins communautaires. On n'est pas obligé d'aller dans des structures de soins, en fait. Voilà. Tu n'es pas obligé que ce soit un infirmier ou un médecin qui te fasse le dépistage. Donc tu peux venir directement dans une association, on te fait juste avec une goutte de sang du doigt, et ça prend combien de temps pour le VIH, c'est quasi instantané. Okay. Et bon, après, comme disait Seb, en fait, si tu as un état positif avec un TROD, il faut quand même aller du coup faire un vrai dépistage. Enfin, c'est un vrai dépistage de TROD, mais un dépistage dans un centre de dépistage, dans un hôpital pour confirmer, en fait. Pour confirmer, voilà. Ça peut arriver, même si c'est relativement rare, qu'il y ait des faux positifs. Des négatifs, non. Donc ça, si c'est négatif, c'est sûr que ça sera négatif, que c'est négatif. Mais quand c'est positif, ça peut arriver qu'il y ait... Ok. Et du coup, je parlais d'accompagner donc les usagers donc en cas de fraude positive et tout, mais aussi c'est important de les suivre donc jusqu'à la mise de ce traitement. Donc c'est important pour nous. Okay. Et du coup aussi les avancées donc par rapport à la lutte donc depuis la création de l'association.
Donc en 96, il y a l'arrivée des traitements antirétroviraux, donc les trithérapies, donc qui permettent du coup de stopper la réplication du virus dans l'organisme des personnes porteuses du VIH et qui bloquent donc l'évolution de la maladie. Et après, du coup, il y a eu la multiplication du coup des outils de prévention combinés face au VIH. Donc par exemple, en 1998, il y a eu le TPE, donc traitement post-exposition, donc qui est un traitement d'urgence. En 2016, donc, il y a eu la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, donc il y a un traitement préventif à destination des personnes séronégatives. Et en 2016, donc le TASP, donc le Treatment as Prevention. J'essaie de faire anglais, super et tout. Donc il y a un traitement du coup pris par les personnes séropositives et qui permet du coup d'empêcher la transmission du virus à leurs partenaires. Donc la prévention des contaminations et de la diffusion du virus. Oui, ok. Très bien. J'aimerais bien revenir sur le point du dépistage. On n'a pas parlé de délai. Est-ce qu'il y a un délai pour se faire dépister et pour quelle infection voilà. Non, pour le VIH, alors justement, ça dépend si c'est sur un dépistage par prise de sang ou par TROD. Par prise de sang, on considère que c'est 6 semaines la fenêtre de séroconversion en fait. Donc, ce qui signifie qu'en fait, quand on a le résultat suite à une prise de sang, en fait, ça ne reflète pas ce qui s'est passé sur les 6 dernières semaines, s'il y a une prise de risque à ce moment-là, par exemple. Et sur le TROD, c'est 3 mois, donc le double. Ok. Voilà. Très bien. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'évolution de la lutte ces dernières années. On a parlé notamment de l'évolution d'un point de vue légal, les traitements mis en place, etc., etc. Est-ce que, enfin, et donc du coup, la mentalité évolue aussi un peu, mais il y a quand même des gros clichés autour de la maladie. Selon vous, quels sont les 5 plus gros clichés par rapport au VIH/SIDA? Bah, du coup, bon, je spoil, on a eu les questions en avance, donc on a un peu préparé, on a réfléchi. Donc c'est super subjectif Ouais. comme réponse. Enfin, c'est pour nous, effectivement, enfin, on a réfléchi effectivement à bon, c'est quoi, comme fallait en dire 5, on s'est dit bon. Mais donc on a essayé de lister effectivement ce qui pour nous semblait les plus gros clichés. Le premier, ce serait de penser que le VIH ne concerne que certains publics. C'était un cliché qui était assez ancré au tout début d'ailleurs de l'épidémie, hein, puisqu'on parlait de cancer gay. On parlait aussi des 3 H, les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens à l'époque. Donc c'était censé être les populations qui étaient le plus touchées. Mais en fait, en réalité, le VIH, il ne discrimine pas, donc il peut toucher toutes les populations, peu importe leur orientation sexuelle, les pratiques, etc. Il y a aussi des clichés sur les modes de contamination. De penser que par exemple on pourrait se contaminer par une piqûre de moustique ou en embrassant une personne séropositive, donc ça c'est faux. Et de l'autre côté, de penser qu'on ne pourrait pas être contaminé par une fellation, par exemple, une fellation sans capote, c'est faux aussi. Le risque est plus bas que d'autres pratiques, mais il existe quand même. Un cliché qui existe, qu'on voit apparaître de plus en plus, notamment chez les jeunes, c'est de penser que c'est une infection qui n'existe plus, qui est dépassée. Une vieille, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, et qu'aujourd'hui, c'est plus un problème, alors qu'en fait, il y a toujours, et notamment en France, quand on a les chiffres des nouvelles contaminations, depuis plusieurs années, ce chiffre, il ne baisse pas, il est stable, alors que justement, comme l'a dit Seb, on a de plus en plus de moyens de prévention, donc on pourrait espérer que ça baisse, mais en fait, ces dernières années, en tout cas, il reste stable, donc c'est toujours une infection qui est d'actualité. Il y a un cliché qui revient régulièrement et qui est qu'on pourrait guérir du VIH. Alors effectivement, il y a quand même des recherches qui sont faites et je crois qu'il y a une personne dans le monde. Quelques cas, mais très Quelques cas, mais c'est super isolé, c'est super spécifique en fait. Genre, il y en a un, c'est parce qu'il avait un cancer, je crois. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, bon, c'est des trucs super spécifiques, donc enfin, on va rester sur l'idée qu'on n'en guérit pas. Enfin, ça peut pas être dupliqué, ça peut pas être élargi à toutes les personnes touchées malheureusement. Et puis aussi, le dernier cliché qu'on a listé, c'est que les personnes séropositives sont sales, qu'elles sont dangereuses, et aussi qu'elles auraient envie de contaminer les personnes, enfin qu'elles voudraient volontairement contaminer des personnes. Et ça, notamment, c'est vrai que c'est un cliché qu'on retrouve pas mal
dans les milieux PD et dans une certaine application de rencontre où on voit souvent écrit, par exemple, on veut des personnes clean, sous-entendu donc pas séropositives, mais en fait les personnes séropositives ne sont pas sales et les personnes séronégatives ne sont pas particulièrement plus propres que. Enfin voilà quoi. Donc ça aussi c'est quand même un gros cliché et puis bah, c'est ancré donc dans la sérophobie qui effectivement comme tu disais les mentalités évoluent mais on se rend bien compte qu'encore aujourd'hui la sérophobie c'est quelque chose de super qui pourrit quand même vachement la vie des personnes séropositives et qui fait que c'est compliqué d'en parler et, Ok, parfait, très bien. J'ai vu une question dans le live. Peut-être qu'on peut y répondre maintenant parce que c'est pour rebondir à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que la PrEP est pour tout le monde? oui. La PrEP est pour tout le monde. Après, enfin, dans le sens où tout le monde peut la prendre, tout le monde peut la demander. Après, c'est sûr que c'est comme tous les moyens de prévention, en fait, ça doit s'adapter à tes pratiques et ça doit s'adapter à est-ce que ça te correspond en fait. Parce que c'est quand même assez particulier. C'est donc la PrEP, c'est un médicament qu'on prend, donc soit à la demande, soit en continu. En continu, donc on la prend tous les jours à l'heure fixe. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure pour les personnes qui ont une vulve, donc les hommes trans, les femmes cis et certaines femmes trans. Il faut la prendre en continu parce que le système à la demande fonctionne, c'est moins efficace en fait, c'est pas assez efficace. Voilà, mais en fait, il faut voir si ça correspond aux pratiques de la personne, si c'est adaptable, etc. Si on voit qu'on a des pratiques à risque, ben effectivement, moi je conseillerais, voilà, c'est pertinent et je conseillerais d'en parler à son Oui, c'est médecin. ça. Et voilà. En plus que maintenant, les médecins peuvent faire des primo-prescriptions les médecins généralistes. Alors bon, ils sont pas tous quand même formés sur ça, donc il faut trouver le bon médecin qui va savoir de quoi il parle et tout, etc. Et avec qui on se sent libre aussi de parler de ces pratiques sexuelles notamment quoi. Et justement, bah, ça c'est un cliché, comme on parlait de cliché, c'est vrai que c'était un cliché un peu au début sur la PrEP, que c'était uniquement pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et on va pas se cacher qu'actuellement, c'est 90% des personnes qui prennent la PrEP, c'est ces populations-là. Parce qu'au début, je pense que ça a été un peu. C'était les recommandations au début, mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, ça fonctionne et on voit pas pourquoi ça ne serait pas aussi à. On pourrait pas. D'autres populations ne pourraient pas en bénéficier en fait. Et je regardais là, j'ai vu tout à l'heure que, par exemple, les femmes hétérosexuelles sont quand même 15% des nouvelles contaminées, mais sont que 0, je sais pas combien, moins d'1% à prendre la PrEP, alors que, moins d'1% des personnes qui prennent la PrEP sont des femmes hétérosexuelles. Alors que, bon, donc, du coup, voilà. Encore une fois, en fonction des pratiques, ça peut être complètement adapté. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Et donc, du coup, la PrEP, c'est un moyen de se protéger, du coup, contre le VIH. Comment on peut se protéger autrement à l'échelle individuelle et comment on peut lutter aussi contre l'épidémie? Alors du coup, comme on en parlait en soi, donc il faut opter donc, pour une stratégie qui correspond le mieux en gros à ses propres pratiques. Donc parmi les outils de la prévention combinée. Il y a aussi partager les informations donc, auprès de son entourage. Donc c'est un de nos slogans, donc information égale pouvoir. Il y a aussi donc lutter contre les discriminations, la stigmatisation du coup de certains publics et de certaines pratiques, ce qui a tendance à isoler du coup les personnes, les éloigner du système de soins et qui donc nuit indirectement à la lutte contre le VIH/SIDA. Ok. Ok, très bien. Et du coup, donc là, depuis tout à l'heure, on parle de VIH/SIDA, mais est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu plus des autres IST qui existent aussi, voilà, qui sont tout aussi, dont il est tout aussi important de se protéger. Voilà, est-ce que vous pouvez me parler de ces IST-là, du coup, de leur mode de transmission aussi et de comment on s'en protège? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, mode de transmission sexuelle, hein, comme leur nom l'indique, c'est important, je pense, de préciser que la sexualité, c'est pas forcément pénétratif, et qu'on peut contracter des IST même si on a une sexualité sans pénétration, même si on a une sexualité avec pénétration, mais avec des sextoys, par exemple, on peut transmettre des IST via les sextoys. Donc, je pense que c'est important quand même de le repréciser. Les meilleurs outils de prévention contre les IST autres que le VIH, c'est le préservatif et le dépistage. De toute façon. Donc se faire dépister régulièrement, porter des préservatifs autant que possible, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours possible. Voilà.
Pourquoi le dépistage c'est super important aussi pour les IST, mais parce que dans une grande quand même partie des cas, elles sont asymptomatiques. Donc bien sûr, il peut y avoir des symptômes, hein, en règle générale, ça pique, ça gratte, il y a des boutons qui apparaissent, enfin, bon, c'est pas agréable quoi. Donc bon, dans ces cas-là, bien sûr, on va consulter, on va se dépister, mais en fait, en réalité, même sans symptômes, il faut aller se faire dépister régulièrement parce que, en plus, une IST qui n'est pas prise à temps, ça peut quand même avoir des conséquences assez graves. Les IST les plus fréquentes, j'ai listé les IST les plus fréquentes parce qu'en fait, je crois que j'ai vu qu'il y a genre une trentaine d'IST qui existent, mais bon, quand même, celle qu'on retrouve le plus souvent, donc c'est la chlamydia, l'herpès, la gonorrhée, la syphilis. Donc toutes ces IST, ça se soigne par antibiotiques. Un traitement antibiotique, ça part, c'est bon. Et il y a aussi le HPV, donc papillomavirus, et les hépatites A et B, qui sont des IST. Et donc pour ces dernières, il existe des vaccins. Donc ça, pareil, si on fait partie des populations cibles ou des populations à risque, c'est intéressant de se faire vacciner. Il y a des vaccins qui existent et qui fonctionnent. Et du coup, c'est qui les populations cibles, à risque, etc. Les populations qui ont des pratiques à risque, on va dire. Donc, de façon grossière, entre guillemets, quand on parle de santé sexuelle, c'est vrai qu'on parle des HSH, mais en fait, en réalité, il y a des HSH qui n'ont pas du tout de pratique à risque. Hein. On pense aussi aux travailleurs et travailleuses du sexe, parce que, comme je parlais là du préservatif, qui des fois ne peuvent pas imposer le port du préservatif aux clients, donc bien sûr, c'est des populations à risque. Mais en fait, comme on le disait au début, tout le monde est concerné par les IST, quoi. C'est clair. Il me semble que le vaccin contre le papillomavirus et même pour l'hépatite B, je pense qu'il est recommandé pour tout le monde. Alors, le HPV, c'est jusqu'à 26 ans. C'est ça pour les jeunes. Y compris chez les garçons maintenant. Alors que c'était pas le cas avant, c'était que pour les jeunes filles. Ok, très bien. Et donc, comment, si on soupçonne une contamination, si on a eu un rapport à risque et que voilà, si on a pris un risque, quoi, comment est-ce qu'on réagit? Donc, vous avez dit, faut aller se faire dépister en premier lieu, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres précautions, d'autres automatismes à avoir? Ouais. Alors du coup, pour la question donc, du VIH, si le délai du coup est inférieur à 48 heures, du coup, il faut aller aux urgences et demander un TPE, donc un traitement post-exposition. Donc le mieux, c'est vraiment de le prendre le plus tôt possible, donc généralement dans les 4-6 heures. Mais voilà, donc ça peut aller jusqu'à 48 heures. Sinon, après, en parler à un ou une professionnelle de santé, de préférence donc, dans un centre spécialisé, donc les CJ, les SMIT, etc. Donc pour entamer un suivi de surveillance. Donc si la détection est envisageable dans 6 semaines. Sinon, après, il y a aussi sinon, envisager un dépistage par prise de sang, donc dans un délai de 6 semaines, donc après la suspicion d'exposition au virus. Et après, il y a informer ses partenaires s'il y en a eu depuis le risque d'exposition, parce que bon, c'est quand même important du coup. Et jusqu'à l'obtention du résultat du dépistage, en fait, c'est rester le ou la plus prudente possible, du coup, pour limiter le risque donc de nouvelles contaminations et donc une utilisation systématique du préservatif. Donc, sauf éventuellement si partenaires sont prêts. Ok. Très bien. Et donc, quelles seraient vos recommandations un peu plus largement pour prendre soin de sa santé sexuelle, quelle que soit son identité de genre ou orientation sexuelle? Il y a des choses à savoir, à faire qu'on ne sait pas forcément selon. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut passer un petit peu en revue tout ça? En fait, j'ai l'impression qu'on les a déjà plus ou moins listés au fur et à mesure depuis tout à l'heure. Hein. Pour prendre soin de sa santé sexuelle, on peut, donc, comme on disait, en fonction de ses pratiques, utiliser la PrEP. Ce qui est quand même pas mal avec la PrEP aussi, on l'a pas dit, mais c'est que du coup, tu as un suivi médical tous les 3 mois et le dépistage finalement est un peu inclus avec la PrEP. Dans le suivi. Ouais. C'est ça. Donc du coup, ça c'est quand même un beau geste, je trouve, pour prendre soin de sa santé sexuelle, parce que ça veut dire que tu es dans un parcours de soins, que tu vois un professionnel de santé tous les 3 mois pour parler spécifiquement de ce sujet. Donc en plus, justement, si tu as eu des prises de risque, tu peux en parler aussi, tu peux réadapter finalement ton suivi aussi en fonction, te rendre compte, bon bah non, finalement, en fait, je prends pas tant de risques que ça, ou j'ai pas tant de partenaires que ça, donc j'arrête la PrEP, et puis ça m'empêche pas de la reprendre plus tard. Donc ça, c'est quand même pas mal. L'utilisation du préservatif, hein, bien sûr, oldie but goldie, interne et ou externe.
des digues dentaires, du lubrifiant, voilà. Et puis, bah, encore une fois, le dépistage. Hein, parce que j'ai l'impression un peu qu'on répète les mêmes trucs, mais en fait, finalement, il n'y a pas trop il y a pas trop de formules magiques. Enfin, il y en a, Ouais. mais c'est toujours la même, quoi. Et pour les personnes qui sont séropositives, pour prendre soin de sa santé sexuelle, bah, c'est suivre son traitement. Et puis, pareil, quoi, aller régulièrement à son rendez-vous chez son infectio, chez son médecin généraliste, si on en a un qui est bien calé sur la question, pour pouvoir faire un point et puis discuter santé sexuelle, quoi. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, il y a d'autres choses à savoir concernant la santé sexuelle, en particulier des personnes queer, et notamment tout à l'heure, on parlait des personnes des relations sexuelles lesbiennes. Il y a plein de points d'ombre, etc. Et aller chez son sa gynécologue, c'est pas forcément une aide selon sur qui on tombe. Donc, est-ce qu'on pourrait voilà, un petit peu développer ce sujet-là? Ouais, bah, en fait, en premier lieu, déjà, ce qui me paraissait important de dire, c'était que les discriminations qui sont vécues par les personnes queer et ou séropos, du coup, c'est vraiment ça qui constitue le plus grand obstacle, en fait, pour prendre soin de sa santé sexuelle. Donc, ça peut être la honte, en fait, les LGBTI phobie intégrée, enfin, c'est intégré. L'impossibilité en fait de parler de ces pratiques avec ses soignantes, quoi. Les violences médicales vécues, voire parfois ça peut avoir comme conséquence l'éloignement du système de soins, en fait, tout simplement. Parfois le rejet de sa propre famille ou des personnes de son entourage, etc. Tout ça, en fait, ça constitue des freins, en fait, Ouais, l'accès à la santé. Ouais. Merci. Et voilà, du coup, les personnes LGBT, quand même, donc, d'après les statistiques, etc., il y a une forte prévalence, en fait, au risque de suicide, à la dépression. Et ce sont des personnes qui sont aussi davantage concernées par la consommation de produits psychoactifs et qui présentent un risque de se retrouver un jour confrontés à des problématiques d'addiction qui est quand même 2 à 5 fois plus important qu'en population générale. Voilà, on peut parler notamment de la question du chemsex, donc c'est une pratique qui a fortement augmenté, en fait, notamment depuis la crise Covid et la fermeture prolongée des lieux de socialisation. C'était en fait simplement ça constituait pour certaines personnes le seul moyen, en fait, de se retrouver, de pouvoir être elles-mêmes déjà, notamment pour des personnes qui n'étaient pas out, ou que ce soit dans leur travail ou auprès de leur entourage, par exemple. Et aussi la seule façon, en fait, simplement d'être en contact avec leur père, quoi, en fait, pendant les périodes de confinement, etc. Juste pour redéfinir peut-être un peu en quelques mots le chemsex, si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc, ça correspond, en fait, au fait de consommer certains types de drogues dans un contexte sexuel. Et donc, la consommation des drogues, en fait, elle est faite dans un but de désinhibition et aussi pour intensifier et prolonger le plaisir. Du coup, quand je dis certains types de drogues, il y a beaucoup de stimulants, donc notamment des nouveaux produits de synthèse, le catinone, 3-MMC, etc. Du GHB ou GBL, ça peut être de la kéta, cocaïne, et voilà, et il peut y avoir différents modes de conso associés à ça, quoi. Il n'y a pas de spécificité. Et du coup, ce sont des pratiques qui concernent principalement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et aussi dans une moindre mesure certaines personnes trans, quand même. Peut-être juste pour rebondir sur la question de la santé, moi je trouve ça toujours intéressant de reprendre la définition de la santé de l'OMS. En fait, être en bonne santé, c'est pas uniquement ne pas avoir de maladie, c'est aussi être dans un total état de bien-être, enfin voilà quoi. Et donc, notamment quand on parle de santé sexuelle, je trouve ça important de reparler de ça et de dire que, comme tu l'as dit Olivia, en plus, quoi, le fait de pouvoir être soi-même, de pouvoir avoir les pratiques qu'on veut, dans le consentement bien sûr avec ses partenaires, mais bon, de ne pas vivre dans la honte, de ne pas avoir d'homophobie, de transphobie intégrée, etc. Ça c'est quand même encore des gros enjeux, je pense, pour la communauté LGBT, parce qu'on vit dans une société homophobe, lesbophobe, transphobe, et que donc du coup c'est pas si facile finalement c'est pas toujours si facile de vivre sa sexualité de façon épanouie, et je pense que c'est un gros enjeu aussi.
comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est toutes ces discriminations qui font que les personnes, bah voilà, elles ont honte, elles vont pas parler de leur pratique, et encore moins quand elles ont des pratiques à risque, parce que c'est genre, ça y est, c'est la réalisation, c'est se dire, genre, ah, bah voilà, comme tout le monde le disait, je suis un dégénéré, j'ai pris des risques et tout, mais en fait, non, tout le monde prend des risques, et ça arrive à tout le monde, quelle que soit ton orientation, et surtout, faut pas avoir honte, et faut en parler, quoi. Ok, très bien. Et je voulais juste revenir parce que il y a un pan de ma question dont on n'a pas parlé encore sur justement la question de la santé sexuelle lesbienne en particulier. C'était le petit point que j'avais oublié effectivement quand t'as C'est commencé. pas grave. On a fait une grande parenthèse de chemsex très Mais utile, mais voilà. effectivement, bah après, c'est vrai qu'il y a une invisibilisation assez Ouais. importante de la question de la santé sexuelle, en fait, notamment chez les lesbiennes. Alors qu'en fait, ben, c'est enfin, ce sont des questions en fait à prendre en compte parce que ben, malheureusement elles sont pas exemptes de risques concernant les IST, notamment. Bah, le VIH peut-être un peu moins, mais en tout cas, il y a quand même des risques et la nécessité de se faire dépister et de se faire suivre aussi sur le plan gynécologique, etc. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Et donc, justement, tout à l'heure, on parlait ben voilà, de l'impossibilité, de la honte qu'il peut y avoir et de l'impossibilité de discuter librement avec des médecins, etc., en toute bienveillance, etc. Est-ce que vous avez des tips pour trouver un praticien, une praticienne safe qui puisse justement prendre en compte les personnes queer et les écouter, les aider et leur permettre de prendre soin de leur santé Bah, effectivement, c'est souvent en passant du coup par le bouche à oreille en fait, ou par les réseaux communautaires ou via des associations de santé communautaire, on peut se procurer des noms de médecins en fait. Ouais. Safe, c'est un grand mot et voilà, mais bon, en tout cas, qui sont plus sensibilisés et compétents sur les spécificités des pratiques Ouais. et du genre, etc. Voilà, donc bah, de la même façon, nous, on a certains noms de médecins enfin, généralistes ou spécialistes qu'on va pouvoir conseiller, recommander, quoi. Voilà, avec un petit bémol quand même que ben, il faut pas oublier que être safe sur ces questions-là, ça ne veut pas forcément dire être compétent non plus en tant que médecin. Donc voilà, faut aussi être vigilant justement à ce que la personne soit compétente quoi, et pas uniquement cool Sur la question. ouais, Ouais. Ouais. Ok. Et puis sur la question du safe, il y a aussi genre safe sur quoi? Parce que finalement, tu peux avoir un médecin qui va pas être homophobe mais qui va être méga transphobe, ou un médecin qui va pas être transphobe mais qui va être méga raciste. En fait, voilà, ou quoi. toxicophobe Ou aussi, toxicophobe, notamment sur la question des consos. Ça, c'est aussi un sujet qui reste encore tabou et pas facile à évoquer. Sans que, ou du moins, il y a des médecins qui vont donner l'impression que c'est OK pour eux d'entendre ça et tout, mais qui vont avoir tendance après à ramener n'importe quel symptôme forcément bah oui, c'est parce que tu consommes tel ou tel produit, par exemple. Ou voilà, ça c'est aussi ça reste aussi problématique. Et du coup, j'imagine que chaque antenne a potentiellement ben voilà, des listes de médecins aux alentours. Chaque antenne Act Up, je veux dire. Alors, il n'y a pas d'antenne d'Act Up. C'est le moment où on annonce qu'il n'y a plus que 2 Act Up en France. Il y a Act Up Paris et il y a Act Up Sud-Ouest, donc nous à Toulouse. Et on n'est pas, c'est pas des antennes en fait, on n'est pas en lien avec. C'est 2 associations distinctes. Mais bon, il y a des associations de santé, de santé communautaire quand même a priori dans chaque région au moins. Je veux dire dans chaque grande ville. Mais bon, voilà, dans les grandes villes où il y en a. Et dans chaque région au moins il y a des assos quoi. Donc je pense que et pour notamment sur la transphobie, il y a des assos de personnes trans aussi qui peuvent, je pense qu'ils doivent pouvoir te diriger les personnes vers des praticiens. Quoi. Est-ce que tout le monde nous entend? On s'est demandé si tu avais coupé parce qu'on était en train d'essayer de gratter de là-dessus en disant genre ouais, faites-nous des dons. Non, pas du tout. Je sais pas d'où le bug est venu, s'il est venu de chez moi ou chez vous, mais je sais pas. C'est pas C'est grave, bon.
papa, t'inquiète pas. Donc oui, vous Non, disiez. oui, j'étais simplement en train d'expliquer donc la distinction entre les personnes adhérentes du coup à l'asso et du coup militantes c'est du coup pour les personnes qui ont un peu plus le temps en fait de s'investir dans l'asso, donc participer aux réunions militantes une fois par semaine aux actions, etc. Ok, Et du très coup, bien. rejoignez-nous quand même. La lutte se gagne tous ensemble. Donc, Et donc oui, on n'est pas du tout obligé d'être dans la même région que vous pour adhérer ou quoi que ce soit. non, les Parisiens, donnez votre argent. Et est-ce que, bon ça c'est peut-être une question un petit peu plus technique, mais par exemple, est-ce que si on souhaite militer, apparemment ça a coupé au moment des médecins safe. Donc peut-être qu'on va revenir. Voilà, on va revenir sur la question. Mais du coup, ouais, je voulais poser une autre question. Si on veut militer, mais qu'on est dans un autre endroit en France, est-ce que c'est possible de vous rejoindre et de militer sur sa propre région ou pas Ça va C'est être compliqué quand compliqué, ouais. parce qu'on se fait quand même des réunions, pour les militants militantes en tout cas, on se fait des réunions donc hebdomadaires en Ok, présentiel. ouais. Et mène quand même, nous, nos actions se mènent sur le territoire Toulouse et puis ex-région Midi-Pyrénées, quoi, en gros. Voilà. Mais après, s'il y a des gens qui sont chauds, ils peuvent relancer des nouveaux acteurs. Ouais, Hein, c'est ça. il n'y a pas de souci, quoi. Et, en vrai, nous, on est chaud et déter pour leur filer des petits tips ou s'en parler en tout cas, quoi. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'assaut qui fait, c'est pas forcément en plus un act-up, quoi, juste une asso de lutte contre le VIH/SIDA, ils peuvent, s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas ça sur leur territoire et qu'ils sont motivés pour le faire, mais allez-y, il y a vraiment, enfin, go, quoi. Ouais, l'important, c'est juste de se renseigner un petit peu sur les démarches administratives et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Yes. Ok. Ouais, voilà, tu sais qu'il n'y a pas déjà des choses sur son territoire parce que c'est quand même chouette de pouvoir bosser. Tu vois, tu nous parlais de clarté, c'est quand même toujours chouette de pouvoir bosser en collectif avec les autres assos de ton territoire et puis de pas faire doublon, quoi. Parce que si tu as déjà une asso qui fait ces choses-là, bon, bah, ça peut déjà être chouette d'aller les rencontrer et puis de voir ce qu'ils font et puis est-ce que ils font les choses que tu as envie de faire ou est-ce que tu peux faire un truc complémentaire, quoi. Ok, très bien. Du coup, vu que pour certains, ça a coupé à la question des médecins safe, est-ce qu'on peut revenir sur bah, voilà, la question de comment trouver un praticien safe qui puisse, ouais, qui puisse nous aider à prendre soin de notre santé sexuelle, notamment quand on est une personne queer? Bah, du coup, la réponse était surtout en faisant marcher les réseaux communautaires, en fait, et le bouche à oreille, donc bah, via les autres personnes concernées, quoi. Euh, et en fait, la plupart des associations en fait, ou collectifs de santé communautaire, etc., disposent souvent soit de quelques noms ou de listes un peu plus complètes de soignants, soignantes, quoi, que ce soit médecins généralistes ou spécialistes, ou de psychologues, par exemple. Ouais. Notamment via la SPF, par exemple, il y a une liste de psy situés du coup, qui prennent particulièrement en considération ces questions-là, etc. Ok, très bien. Et donc, du coup, on avait eu une question de la boîte à questions qui disait qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et donc, vous aviez répondu rejoignez, enfin, adhérez à ACT UP Sud-Ouest et ouais, vous devenez militant si vous avez le temps de vous investir. Ou bien via des dons, ou aussi vous pouvez aussi acheter du merch et ça fait la visibilité à l'assaut. Voilà, achetez des jolis t-shirts, ils sont trop beaux. Voilà. Ou des sweats aussi, donc on en a plein. Mais voilà, si vous voulez devenir militant, envoyez un mail et tout, et voilà, on va vous accueillir. Ok, très bien. Est-ce que dans le live, il y a des questions ou est-ce que d'abord peut-être vous, est-ce que vous avez des choses que vous voulez rajouter dont on n'a pas parlé? Non. Domiti demande comment on peut faire un don. Très bonne question, Domiti. On a sur Hello Asso, il y a un profil où on peut passer aussi, il y a les liens, soit via la page Facebook ou via le Instagram. Sur le... Ok. Donc, on va sur votre page Instagram, on trouve le lien Hello Asso et on fait un don, tout simplement. J'imagine que c'est illimité. Oui, Oui,
vous avez une maison à hypothéquer ou quoi, allez-y, on prend. Il y a quelqu'un qui demande, bon, c'est une question un peu moins technique là pour le coup, peut-on être militant et apolitique? Alors, un politique, ça va être compliqué quand même. Ouais. Nous, on dit souvent avec Top Sud-Ouest qu'on est apartisan, on est lié à aucun parti politique, mais par contre, c'est une association politique. Le fait de lutter pour les droits des personnes LGBT, de lutter pour la santé sexuelle, notamment dans le climat politique actuel, sans balancer de nom quelconque, c'est politique en fait. Et ouais, en fait, si tu veux, quand on accueille des nouvelles personnes militantes, justement, souvent on leur présente un petit peu justement nos bases politiques en disant il y a plein de choses sur lesquelles on est ouvert à la discussion avec Top Sud-Ouest, mais il y a certaines choses sur lesquelles on ne bougera jamais. Et notamment sur les questions des produits, sur le fait qu'on est pour la dépénalisation de l'usage des produits, sur le fait qu'on est contre l'abolition les politiques abolitionnistes du travail du sexe. On fait de l'action directe, on utilise la violence symbolique. Enfin voilà, ça c'est plein de bases politiques sur lesquelles on ne bougera pas. Et donc effectivement, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, ça sert à rien de venir militer avec nous, quoi, parce que sinon ça sera contre-productif. Ouais. Et donc oui, c'est ça, j'imagine qu'il y a un processus de recrutement quand quelqu'un veut devenir militant. Voilà, vous discutez un petit peu avec la personne pendant un entretien pour voir si bah, elle est alignée avec tout ce que vous prenez, vos valeurs. Ouais. Ça marche dans les deux sens, hein, parce qu'il faut aussi que nous, Ouais. notre ça corresponde à la personne, hein, parce que des fois, enfin, même la plupart du temps, il y a des gens qui viennent une fois ou deux, puis après finalement ils se rendent compte genre soit ils n'ont pas le temps, finalement ça les intéresse pas et tout, ils viennent pas quoi, ils reviennent plus. Mais effectivement on fait ça, on accueille en fait quand il y a des personnes qui veulent devenir militantes, on les accueille, souvent au bar autour d'un verre, j'avoue. Mais bon ça peut se faire ailleurs aussi. Et après on les invite à venir en réunion et après effectivement on a un système de cooptation, on coopte les personnes. Voilà. Bon, jusqu'à présent on a coopté. Ok. Bon. Très bien. Il y a quelqu'un qui vous dit, je tiens surtout à vous dire merci d'exister. Voilà, je voulais le lire à haute voix. Merci. Et quelle est votre grande différence avec Ed? L'argent. Non, mais en vrai sur les bases politiques, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Vraiment, on a les mêmes plaidoyers, on est quand même plutôt sur les mêmes bases. Mais effectivement, c'est la taille et l'argent en fait. Aide, c'est quand même une asso qui est. Et la façon de faire aussi. Oui. Enfin, les modes d'action, je pense que Act Up est beaucoup plus radical, on va dire, dans sa façon de répondre, enfin, d'agir au quotidien, quoi, par rapport à une asso comme Aide qui va avoir tendance peut-être à un peu plus lisser les messages, etc. Mais le fond reste le même. Okay. Est-ce que vous avez des exemples? Des exemples, tu veux dire d'action? Oui, en quoi les modes d'action diffèrent, par exemple? Bah, nous, c'est vrai que quand même, dans l'héritage d'Act Up, si tu veux, je pense que tout le monde a en tête l'obélisque encapoté ou le faux sang jeté sur des labos pharmaceutiques, etc., ou les cendres de personnes séropositives décédées jetées dans des AG d'actionnaires, ce genre de choses, quoi. Donc nous, c'est vrai que ça, on a ça dans notre ADN, dans notre histoire. On continue, on fait encore des actions comme ça, où on va jeter du faux sang, ce genre de choses. Ça n'a jamais été dans les modes d'action de Aide, par exemple, quoi. Et après aussi, peut-être juste dans l'organisation, Aide, c'est une grosse association où ils ont des lieux de mobilisation, du coup, vraiment partout en France. Et là, pour le coup, c'est une délégation, en fait, tu vois. Tu as vraiment le siège qui est à Paris, et après, tous les lieux de mobilisation dépendent, en fait, du siège. Donc, du coup, enfin, voilà, c'est vraiment un gros truc. Et après, eux, ils ont... Enfin, ils font des actions qu'on ne fait pas, ils ont des carrues, donc ils sont des centres d'accueil pour usagers de drogue, nous on n'a pas ça, enfin voilà, mais bon ça c'est pareil, quoi, c'est vachement plus gros, quoi, donc forcément ils peuvent développer vachement plus de choses, quoi, ils sont sur tout le territoire national, nous on est juste sur Toulouse, enfin bon, voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi en fait une certaine crédibilité en fait qui leur est automatiquement mais plus facilement accordée, on va dire, de par leur place en fait au sein de la lutte contre le sida et c'est une asso qui est reconnue d'utilité publique, peut-être même d'intérêt général, je sais pas. Enfin, ils ont en tout cas un statut
qui leur permet en fait peut-être de faire du plaidoyer un peu plus facilement que nous qui sommes beaucoup moins nombreux et beaucoup plus petits en termes de portée quoi, et d'action. Du coup, nous, on a besoin d'aller balancer du faux sang pour qu'on nous entende. On a besoin, on se fait pas prier non plus. Hein, mais... on est quand même plus identifiés comme des affreux islamo-gauchistes violents, voilà, avec qui on peut pas discuter, quoi. Donc, forcément. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est super complémentaire en fait, parce que il y a besoin. C'est ça, il y a besoin de nous les énerver pour crier, il y a besoin de temporiser, temporiser, et voilà quoi. Parce que bon, voilà, quand même, dans le fond, on se bat quand même pour la même chose, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est plus le mode d'action qui est différent que les messages de fond. Les messages de fond sont globalement les mêmes. Oui, complètement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le live? Est-ce que... On les prend. Est-ce que, je sais pas, il y a des actions à venir dont vous voulez parler, des lieux où vous allez intervenir, etc. Bah, ouais, je vais faire la petite pub. Du coup, donc l'action principale dont je m'occupe moi à Altep, donc c'est une permanence communautaire qui s'adresse aux usagers et usagères de substances psychoactives LGBTI, donc qui a lieu tous les mercredis soirs au carré d'Intermed, puisque c'est une action qui est faite en partenariat avec l'association ENIPS et Intermed, qui est Montréal. Et là, ce mercredi, donc dans 2 jours, on reçoit l'association Extase, du coup, avec qui on va discuter collectivement de la question de la consommation en fait, de substances psychoactives en tant que personne neuroatypique ou psychoatypique. Voilà, du coup, s'il y a des personnes qui se sont concernées par ce sujet-là, n'hésitez pas à venir, ce sera avec grand plaisir, c'est entre 18h30 et 21h. Et il y aura sûrement de la citronnade maison. Ouais. Et, voilà. Et sinon, dans les actions qu'on organise quand même assez régulièrement, là à Toulouse, ça fait plusieurs années qu'on participe à l'organisation d'une Pride radicale avec d'autres collectifs et d'autres personnes, pour un peu plus, pour politiser justement, plus politiser on va dire la marche des fiertés de jour, hein, qui devient un petit peu un truc super commercial, où il y a des chars justement de politique ou de flics ou des trucs comme ça. Et donc voilà, on organise cette Pride on va dire alternative, cette Pride radicale, on co-organise avec d'autres personnes depuis plusieurs années, donc stay tuned parce que on n'a pas encore, la date n'est pas encore calée pour cette année, mais en général c'est en mai. Okay. Et l'idée, en quelques mots, quelques phrases, ce serait de faire passer quel message? Est-ce que c'est une Pride radicale? Enfin oui, voilà. L'idée serait de faire passer quel message? Bah, de faire passer le message que nos identités sont politiques et que c'est encore qu'en fait c'est pas parce que ok il y a eu le mariage que le combat est terminé et que en fait il y a encore plein de choses. Enfin on le voit bien, il y a encore plein de recul sur les droits des personnes. Enfin ce qui se passe aux États-Unis quand même pour les personnes trans c'est quand même assez flippant. Donc et comme on voit la montée quand même de l'extrême droite en France c'est aussi super flippant. Donc bah, de dire que le combat est pas fini en fait et que les trucs qu'on a conquis c'est jamais vraiment acquis pour toujours, donc il faut continuer à se battre. Ok, très bien. Il y a quelqu'un qui demande les actions sont focalisées sur Toulouse ou le département, voire les départements alentours? Point d'interrogation. Bah, on a beaucoup de choses sur Toulouse, forcément, parce qu'on y est basé, quoi. Après, on fait des actions dans toute la région, en fait, en milieu festif, notamment. Okay. Là, on avait pas mal il y avait pas mal participé l'an dernier à des prides rurales, parce que ça aussi c'est super chouette, c'est un truc qui se fait de plus en plus, là il y a de plus en plus de prides rurales, et c'est vrai qu'on avait été sollicité, on était allé à une ou deux je crois l'an dernier, je pense que notre idée c'était d'y retourner là un peu cette année aussi. Et effectivement après sinon des stands de prêve en milieu festif, quoi. Des festivals ou dans des salles de concert. Ok, ça marche très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le live? Ou est-ce que vous avez d'autres événements, d'autres actions dont vous voulez nous parler? C'est secret. Non, je sais pas si bon. Bravo, vous êtes Coucou au top. la SQF, bisous.
Bon, bah, si vous avez rien à rajouter et si en milieu festif, peut-être. Ouais, c'est vrai que oui. Est-ce qu'il y a une action en milieu festif à venir que vous voulez particulièrement mettre en avant, étant donné que nous, on est une asso qui travaille dans les milieux festifs, justement, qui agit dans les milieux festifs? La prochaine action, il y a la guéguette la semaine prochaine où on sera du coup avec c'est pas que Act Up, c'est avec Fait-on plus risque pour moins, donc qui est un collectif dans lequel il y a plusieurs associations, dont Act Up Sud-Ouest. Voilà. Et du coup, comme à chaque guéguette, quoi, on sera. Ok. Ouais. Après, il va y avoir des stands surtout au Bikini, donc la salle entre parenthèses de concert, donc sur Toulouse, il y a beaucoup de soirées techno, électro, etc. Du coup, souvent on intervient, donc on fait des stands de prévention, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et, voilà, et prendre du matos de réduction de risque et de prévention, c'est important. Donc, voilà. Et juste ouais, sur le milieu festif, je me permets parce que c'est aussi c'est ma casquette de salarié, mais avec Act Up, on travaille sur un projet en partenariat avec la fédération Octopus, qui est la fédération des musiques actuelles en Occitanie, qui s'appelle Label et la Fête. Et en fait, c'est un label où de promotion de la santé, du bien-être au milieu festif. Et on labellise donc du coup des festivals et des salles de concert en fonction des actions de prévention qu'elles mettent en place. Donc, par exemple, elles ont suivi des formations sur la RDR, mais aussi sur les VSS en milieu festif. Elles mettent en place des actions voilà, pour lutter contre les violences aussi en milieu festif. Elles donnent de l'eau, elles ont des stands de prévention, elles filent du matos, etc. Voilà. Donc, il y a toute une liste de critères, en fait. Et voilà. Et il y a un accompagnement, tout à fait, c'est moi qui fais ça. Il y a toute une liste de critères, il y a un accompagnement du coup des structures tout au long de l'année. Et voilà, et on a annoncé d'ailleurs tous les nouveaux labellisés aujourd'hui, donc allez sur nos réseaux, allez sur les réseaux d'Act Up et d'Octopus pour voir ça, pour pouvoir voir quels sont les festivals et les salles de concert en Occitanie qui mettent en place des bonnes actions de prévention et de réduction des risques, et qui prennent soin de votre santé, de leur santé, de la santé de leurs équipes. Voilà. Parce que c'est aussi pour nous, enfin, donc vous bossez beaucoup sur les VSS et tout, et nous aussi, ben, c'est hyper important. On est souvent en collaboration quoi, avec la petite, donc voilà, qui fait un peu le même taf, enfin, qui forme, etc. Et voilà, quoi, c'est important. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver justement le programme de toutes ces actions sur votre Insta, j'imagine? Ouais. Ouais. Ok. Et donc votre Insta, c'est, je le vois pas. Ah oui, si, il est là. Act Up Sud-Ouest. Ok. Très bien, super. Sud-Ouest. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le live? On est là pour y répondre. Bon. Personne ne se manifeste. Je regarde si j'avais posé toutes les questions que j'avais notées dans par rapport à la boîte à questions qu'on avait lancée. Mais il me semble que c'est tout. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour... Ah, il y a quelqu'un qui dit hello, suspense. Une petite table ronde en physique dans les prochains mois à Toulouse, point d'interrogation. C'est pas prévu, Pas prévu. non. Non, non, non. Après, il va y avoir, va y avoir le mois des fiertés, mais je crois pas grand-chose dessus. Est-ce que vous refaites des ateliers à Astro Hiver? Et donc la personne qui avait parlé de la table ronde demande, êtes-vous ouvert à la question? Ah bah oui, si on nous propose, carrément. Ouais. Invitez-nous. Oui, pardon. On devient militante. Du coup, il suffit d'envoyer un mail en fait sur le mail général de l'asso, donc c'est contact.actup@gmail.com et simplement pour manifester son intérêt. Puis après, il y aura un retour
qui sera fait dans un timing plus ou moins Long. en fonction des disponibilités, on va dire. Voilà, pour proposer un rendez-vous, une rencontre, quoi. Ok, très bien. Oui, donc on rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là, si on veut aider pour, enfin, si on veut militer ou adhérer à, enfin non, si on veut devenir militant auprès de ACT UP, l'idée c'est de les contacter. Et donc ensuite il y a un entretien et voilà. Et si on n'est pas, si on n'a pas beaucoup de temps à accorder dans sa semaine pour militer, on peut simplement adhérer, faire des dons, voilà. Sur Hello. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question, vous exprimer sur ce sujet, mais êtes-vous optimiste avec notre nouveau Premier ministre par rapport à la sensibilisation des questions queer? Joker. On va faire l'appel au public. Non, je pense que, enfin, oui, on en a, enfin, quand même, on en a un petit peu parlé en interne. Je pense qu'au vu du gouvernement, le gouvernement qui a été, enfin, sans parler même du Premier ministre, mais au vu du gouvernement, enfin, des autres ministres, non, c'est pas très optimiste en fait de voir que là maintenant on n'a plus de ministère de la Santé, on a un ministère Santé et Travail, parce que le travail c'est la santé, lol. Donc voilà, Vautrin, cette nouvelle super ministre, du coup, elle a fait la manif pour tous. En fait, là, depuis que c'est Gabriel Attal Premier ministre, il n'y a jamais eu autant d'homophobes au gouvernement. Hein. Il y en avait déjà pas mal, mais il y en a encore plus. Donc non, bien sûr que non. Peu importe le fait qu'il soit gay, c'est un gay de droite, c'est pas un allié de nos luttes. Voilà. Ok, très clair. Très clair. Donc, on me dit dans l'oreillette que la question par rapport à Astro Hiver, en fait, c'était avec, c'était une question qui était destinée donc à Consentis. L'idée, c'était voilà de demander par rapport au festival Astropolis, donc avec lequel on travaille régulièrement. Et donc la réponse est oui, il y aura bien une table ronde avec Consentis à Astro Hiver. Voilà. Voilà. Et donc, la personne qui a posé la question vous dit qu'elle partage votre avis. Heureusement que les assos comme vous existent. Oui, là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous intervenez, enfin, est-ce que vous êtes au courant en tout cas de ce qui se fait ben, justement au niveau de l'éducation, au niveau des assos qui interviennent par rapport pour éduquer sur la question de la santé sexuelle, etc. Où ça, je veux dire. À l'école. Ah, bah, très bien que tu poses cette question parce que justement, je suis allé rechecker ça. Non, mais en fait, ouais, juste pour faire ce petit point sur l'éducation à la vie affective et sexuelle dans l'éducation nationale. Ouais. En fait, il y a une loi qui date de 2001 qui rendait obligatoire donc, du coup, du CP à la terminale, qui est trois animations sur ces questions-là par an, donc du CP à la terminale. Autant vous dire que cette loi n'est pas du tout appliquée. Et d'ailleurs, en novembre, il y a eu un collectif d'associations, parmi lesquelles il y avait le planning familial et SIDAction, qui ont déposé au ministre de l'Éducation nationale, donc à l'époque c'était Gabriel Attal, encore lui, et qui lui ont déposé un livre blanc, du coup, avec plein de préconisations pour que cette loi soit appliquée. Donc il y a un combat actuel qui est mené donc, du coup, par des associations au niveau national, justement, pour faire appliquer cette loi et pour qu'il y ait vraiment ces séquences d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, parce que bah, actuellement c'est très peu le cas en fait, en réalité. Nous, on a été sollicités quelques fois par certains établissements. Ok. Autant vous il y a eu certains, donc on s'est rendu dans certains établissements déjà, mais c'est quand même, enfin, c'est quelque chose qu'on fait très très peu parce qu'on a très très peu de demandes en fait en réalité. On a eu des fois des demandes et puis après en fait le proviseur, le principal, il avait peur parce que c'est un act up, donc pareil, il s'imagine qu'on va débarquer avec nos banderoles et notre faux sang alors qu'on est sollicité pour faire de l'éducation, enfin une séquence de sensibilisation quoi, donc on s'adapte quand même à notre public. Bref, mais oui effectivement il y a des assos qui font ça quoi, heureusement, mais c'est pas assez quoi, c'est très très peu.
Ouais, par exemple, il y a prévention plurielle, je sais, donc avant qui s'appelait la LMDE, la mutuelle des étudiants, qui intervient dans les écoles, qui fait de la prévention sur la santé sexuelle aussi, sur les produits psychoactifs, mais surtout sur la santé sexuelle. Mais voilà, il y a pas mal d'assauts après du coup qui sont aussi là pour ça et qui interviennent assez régulièrement, que ce soit dans les collèges ou les lycées. Ok. Mais après, la difficulté, en fait, c'est qu'il n'y a pas spécialement de budget en fait, dans l'éducation nationale qui est dégagé pour ça. Du coup, ça veut dire que soit les associations sont déjà financées par ailleurs pour intégrer ça en fait à leur budget ou sinon ça peut passer par des personnes bénévoles, mais bon, il y a un moment où du coup c'est assez limite quoi. Voilà, et c'est compliqué aussi pour que ce soit les professeurs eux-mêmes elles-mêmes qui fassent ça, parce que c'est aussi plus difficile de parler de sujets en fait un peu intimes avec son prof que tu vas recroiser tous les jours. Bien sûr. Et il y a aussi eu un peu des initiatives qui ont été un peu remises en cause et tout ça par des associations notamment de catho extrémistes, etc. Et du coup, il y a au final un peu plus de frilosité encore qu'au départ à mettre en place des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que les profs ont peur d'avoir les profs ou les chefs d'établissement ont peur d'avoir des représailles en fait. Ouais, c'est clair. Mais après, si l'école Stanislas veut nous contacter pour qu'on intervienne, on le fera avec grand plaisir avec notre ministre de l'Éducation nationale. On pourra vraiment faire quelque chose une bonne collaboration. Mais ce sera 100 000 € par contre. Ouais. Ok, bon, bah, message passé. Message passé. Très bien, très clair. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai pas vu passer. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous pour la clarté des informations que vous nous avez transmises ce soir. Et allez suivre sur Instagram Act Up Sud-Ouest. Faites des dons, adhérez. Suivez-nous à nous aussi si vous ne nous suivez pas déjà, Consentis Info. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est trop chouette d'avoir fait ça en collab et tout. Ouais, carrément. Pas de souci. On vous kiffe, on s'en aussi. Moi aussi. Et merci à ceux qui ont regardé le live et ceux qui l'ont un petit pour eux, quoi. Il y a beaucoup de merci. Ouais. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.